Bonjour, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans Objectif 2023. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux un ancien candidat président de la République aux élections de 2018 en République démocratique du Congo. Il s'agit donc de Seth Kikuni. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cléopâtre, merci. Alors j'ai dit tantôt, vous avez été candidat président de la République aux élections de 2018. Comment évaluez-vous les préparatifs des élections de 2023? Je dois avouer que nous sommes dans l'incertitude totale, comme c'est fut d'ailleurs avant 2018. Le souhait de tous les acteurs avant les élections de 2018 était que ces scrutins puissent servir de point de référence pour 2023. Les élections en 2018 ne se sont pas déroulées comme on les souhaitait. Et aujourd'hui, nous avons encore fait marche arrière. Nous ne savons pas exactement où nous allons. Et il y a plusieurs questions pendantes par rapport à l'organisation de ces élections. On n'est même pas sûr, on ne sait même pas s'il y aura élection, si je dois être sincère. Parce que on est tous conscients du fait que les réformes doivent être faites pour qu'il y ait des bonnes élections, pour que ces élections ne ressemblent pas à celles de 2018. Mais jusque-là, il n'y a aucune réforme. Et étant donné que ces réformes doivent passer par l'Assemblée nationale, nous connaissons tous les périodes de travail de l'Assemblée nationale qui ne dépassent pas généralement 6 mois. Et cette année, c'est presque perdu parce qu'au mois de septembre, la session est exclusivement budgétaire. Donc nous ne savons pas quand est-ce que le Parlement prévoit aborder les questions importantes liées aux réformes, liées à la présidence de la CENI et à la nouvelle configuration que nous voulons voir au sein de la CENI, qui en réalité est l'institution clé pour la bonne organisation des élections. Donc nous sommes dans une situation d'incertitude et nous les dénonçons, nous continuons à les dire, mais nous souhaitons tous qu'il y ait élection en 2023. Alors, s'il faudrait revenir en arrière, quelles leçons avez-vous tirées des élections de 2018? Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir en place, le pouvoir qui a organisé les élections, en complicité avec la CENI, avait tout fait pour qu'il y ait incertitude dans le but de distraire les adversaires que nous étions. Et je dois avouer qu'ils ont réussi leur coup. Parce que nous avions déposé nos candidatures, nous étions prêts à affronter le candidat présenté par le FCC, mais jusqu'à une semaine des élections, on n'était toujours pas sûr qu'il y aurait élection. Tantôt les machines étaient brûlées, tantôt il y avait question des machines à voter que nous dénoncions, tantôt on parlait de tricheries et toutes ces choses-là n'ont pas permis à ce que nous puissions tous nous concentrer pour avoir de bonnes élections. Raison pour laquelle les résultats que nous avons eus d'ailleurs au lendemain des élections étaient remplis de plusieurs contestations. Mais il y avait quand même un point positif, je dois le souligner, c'est le fait qu'on était quand même arrivé à organiser les élections sur fonds propres. C'est un acquis que je pense nous devons rééditer, refaire pour 2023. C'est possible pour les faire en 2023? C'est très improbable. À ce stade, je ne dirais pas que c'est possible. Je suis entrepreneur. Je comprends quand même comment le monde économique et les finances de la République fonctionnent. Là, je sais voir que nous avons des difficultés sérieuses sur le plan économique. Parce que le président prend des engagements qui sont au-delà, très loin, au-delà de nos capacités. Là, je parle par exemple de la gratuité de l'enseignement, qui consomme beaucoup d'argent. Je parle aujourd'hui de ces autres promesses par rapport à l'université gratuite, par rapport à ceci, cela. Ce sont des choses qui demandent de l'argent et cet argent viendra des caisses de l'État. Et sachant que les élections aussi consomment beaucoup d'argent, je ne suis pas sûr que nous serons en mesure d'organiser les élections sur fonds propres. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'incertitude quant à l'organisation des élections
en 2023. Il y a plusieurs personnes qui prédisent déjà les glissements du mandat de Félix Tshisekedi. Qu'en pensez-vous? Je l'ai dit que le pouvoir passé nous avait fait croire qu'il n'organisera pas les élections, mais ils ont fini par l'organiser après glissement. Et je pense que ce pouvoir, le pouvoir actuel, fait exactement le contraire. Ils nous donnent espoir, ils nous font croire qu'il y aura élection, mais en réalité, ils ne seront pas en mesure de l'organiser. Parce que non seulement nous avons évoqué les problèmes financiers, mais aussi il y a la question des réformes que je viens d'évoquer. On ne peut pas aller aux élections en 2023 avec cette CENI, avec la configuration actuelle de toutes les lois autour des élections. On doit contourner, on doit résoudre tous les problèmes que nous avons connus en 2018. Sur ces points-là, tout le monde est d'accord. Tous les acteurs politiques. Ces problèmes pourront être résolus avant 2023? Il y a encore du temps pour ça? C'est peu probable, justement, comme je l'ai dit. La session de septembre sera budgétaire. Nous aurons 2022 pour travailler dessus, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en 24 heures ou encore, je ne sais pas moi, en 1 mois, 2 mois. Non, nous devons travailler sur le fond pour pouvoir résoudre tous les obstacles, tout ce qu'il y a comme problème qui nous a empêchés d'avoir de bonnes élections en 2023. Raison pour laquelle je dis ce n'est vraiment pas très probable ou encore de mon côté, selon la façon dont je vois les choses, je ne pense pas que le pouvoir actuel pourra organiser les élections dans les délais constitutionnels. La session de mars était consacrée principalement à l'examen de matières liées au processus électoral. La session tend vers sa fin. Et quel constat faites-vous déjà par rapport à tout ce qui devait être fait quant aux réformes? Déjà, il n'y a pas eu d'avancée significative. Les propositions faites n'ont pas été tous abordées. Parce que ce qui s'est passé en réalité, que nous avons plutôt assisté à un combat, une lutte pour la présidence de l'Assemblée nationale pendant 2 ans. Mabunda, aujourd'hui nous avons Bosso, l'Union Sacrée, hier c'était le FCC qui était majoritaire, avec le cash et tout. Donc il y a eu une lutte acharnée pour contrôler l'Assemblée nationale, mais les vraies questions n'ont pas été abordées. Parce qu'il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Certaines propositions sont venues des députés eux-mêmes. D'autres propositions viennent des acteurs comme nous. Nous ne sommes pas dans l'Assemblée nationale, mais nous avons des propositions, nous avons des idées qui peuvent nous permettre de sauver les élections de 2023. Mais ces idées ne sont pas encore prises en considération parce que non seulement nous ne sommes pas dans les parlements, mais aussi nous n'avons pas de députés au sein du Parlement. Donc jusque-là, il n'y a aucune avancée significative, selon moi, par rapport à la session qui a eu lieu au mois de mars. Ce qui représente un danger pour la tenue des élections. Un danger réel et nous insistons parce que nous voulons les élections. Nous ne voulons pas une situation chaotique à la veille de 2023 parce qu'à la veille de 2018, il y a eu plusieurs morts, il y a eu plusieurs blessés, il y a eu plusieurs contestations. On ne veut pas tomber dans une telle situation. Nous avons besoin des élections parce que ces mandats, c'est aussi un mandat contesté. On parle toujours de la question de légitimité parce qu'il y avait opacité par rapport à l'organisation des élections. La CENI n'a pas publié les résultats bureau de vote par bureau de vote comme ça s'est fait, comme c'est prévu dans la Constitution. On a proclamé Félix Tshisekedi, il a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, il y a toujours ce débat-là sur la légitimité de l'actuel président qui se pose. On ne voudra pas que ce problème-là puisse se répéter au lendemain des élections de 2023. Mardi dernier, la ministre chargée des relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, s'est entretenue avec le président de la Chambre basse du Parlement sur la possibilité d'accélérer les activités de grandes réformes annoncées. Que pensez-vous pensez-vous qu'il y a une volonté manifeste de bloquer ces réformes? Déjà, quand on voit clairement que ces questions-là ne sont pas abordées à temps, quand nous tournons autour du fait que
je cite un nom, Kaboun doit être vice-président, ou je ne sais pas moi, tel doit occuper la présidence et tout. Vous voyez, ce ne sont pas des questions vitales pour la survie de notre nation. Ce qui est important, c'est l'organisation des bonnes élections parce que ça assure la légitimité et ça permet à un groupe de gens de travailler convenablement pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc voilà, la volonté, ce sont les actions. Pas des discours, pas des paroles. Les actions posées pour que nous puissions réellement avoir les élections. Quand on dit réforme, on veut voir ces réformes-là. C'est ce qui importe. On n'a pas besoin de discours, on n'a pas besoin de promesses, mais on a besoin, comme on l'a dit, de surprises agréables par rapport à ces réformes-là. Alors, partant des leçons tirées des élections précédentes en République démocratique du Congo, précisément ces élections de 2018, quels sont, selon vous, quels devaient être ces éléments à améliorer pour les élections futures? J'ai un avis personnel par rapport au processus électoral et par rapport aux réformes envisagées. Si nous faisons une lecture générale de la situation depuis 2006 jusqu'en 2018, vous allez constater, comme notre frère Martin Fayoulou aime souvent le dire, qu'il y a un problème récurrent de légitimité qui se pose. Notre scène politique est organisée de façon à donner le pouvoir à des coalitions. Et moi, par expérience, en tant que politologue, en tant qu'enseignant en sciences politiques, je sais que les coalitions ne développent pas un pays. Nous avons besoin de développement. Pour développer un pays, vous avez besoin d'un parti qui prend le pouvoir, qui dirige et qui se présente aux prochaines élections pour soit continuer ou soit il sera remplacé par un autre parti. Et pour que cela puisse se faire dans notre pays, vu le nombre de partis politiques que nous avons, vu le nombre de candidats au niveau présidentiel que nous avons, moi je propose que, au lieu d'aborder une fois de plus la question de l'élection présidentielle à 2 tours que nous avons déjà expérimenté et qui n'a servi à rien, moi je propose et je continue à insister sur le fait que nous devons avoir des élections législatives, nationales et provinciales à 2 tours. Vous pensez que de cette manière, ça pourrait oui, ça va résoudre améliorer le problème. Ça va résoudre le problème, ça va améliorer la situation. Je vous explique. Nous avons 500 sièges dans le Parlement national, n'est-ce pas? Et nous avons plus de 400 partis politiques. Déjà, ça pose problème. C'est très difficile dans ces contextes, sauf s'il y a tricherie, comme en 2018. C'est très difficile dans ces contextes qu'un seul parti puisse avoir la majorité. Vous serez obligé de créer plusieurs petites coalitions et les coalitions créent toujours des problèmes. Le FCC était problématique, l'Union sacrée est déjà problématique. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sur les 500 sièges, vous enrôlez tout le monde, tous les candidats. Mais vous organisez ces élections à 2 tours. Comment vous faites? Vous organisez d'abord les élections pour 250 sièges. Les 2 partis qui vont finir premiers, supposons que j'ai mon parti, j'obtiens 40 députés. Il y a un autre parti qui vient après moi qui obtient 30 députés. Et tous les autres partis, ils ont 15, 5, 10, 2, 1 député. Au deuxième tour, pour les 250 sièges qui restent, on organise les élections législatives seulement pour ces 2 partis. Les 2 premiers partis se disputent les 250 autres sièges. Ça permettra à l'un des partis d'avoir la majorité. S'ils n'ont pas la majorité, ils seront proches de la majorité. Ils pourront peut-être créer une seule alliance et diriger. Mais ça va résoudre le problème. En termes de coûts, vous pensez que ça serait possible? Ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher parce que l'enrôlement s'est fait au même moment. Nous déposons tous les candidatures au même moment. Seulement, au lieu d'organiser pour 500 personnes, on organise d'abord pour 250 personnes. Et puis on prend les 2 premiers. Entre eux se disputent les 250 autres sièges. C'est la continuité au fait. Nous avons seulement scindé les 500 sièges en 2. Et ça permettra aussi à la population... En termes de délai, de temps qu'on devrait avoir pour organiser non, mais ça. Le temps n'a jamais été un problème. Si nous avons une CENI organisée, le temps ne va pas poser problème.
C'est-à-dire que ça ne pourrait pas s'éteindre le même jour, on fait le prêt. Non, ça ne s'éteindra pas le même jour. D'ailleurs, vous organisez pour 250 personnes, ok? Quand on a les résultats, pour le deuxième tour, nous organisons des élections pour les 250 autres sièges restants en même temps avec l'élection présidentielle. Ça permettra aussi à la population de s'orienter, de savoir pour quel candidat président choisir pour que cette personne-là puisse avoir la majorité pour diriger. Le but, c'est le développement économique. Le but est que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. C'est ça notre but. Le but, ce n'est pas... La politique elle-même n'est pas la finalité. La finalité a toujours été le développement économique. Et si nous voulons ce développement-là, un parti doit diriger, faire son mandat, appliquer ses politiques et laisser la place à une autre personne. Et comment comptez-vous faire pour faire entendre votre voix, notamment par rapport à ce que vous venez de proposer? Déjà, je suis là. Je sais qu'Actualité CD fera son travail pour relayer cette proposition. Vous avez des très bonnes plumes ici. Vous avez aussi les images. Et au mois de septembre, nous comptons rédiger un texte pour expliquer tous les détails de cette proposition. Et nous allons compter... Vous en tant que qui? Vous? Acteur politique. Vous-même ou moi, et nous avons un parti en gestation d'ailleurs. Ah, moi en tant qu'acteur politique et avec tous nos collaborateurs, juristes, politologues et tous ceux-là qui sont avec nous, nous voulons rédiger cela. C'est un peu comme la démarche que Tchani est en train de faire. Tchani n'est pas député, mais il est en train de faire entendre sa voix par rapport à un sujet donné. Donc nous voulons faire la même chose. Nous allons rédiger, nous allons contacter nos amis députés, nous allons passer par les présidents de 2 chambres pour soumettre notre proposition. Et s'il faut peut-être le présenter d'abord sous forme de pétition, réunir 100 000 signatures et pour le faire, nous allons le faire. Mais nous allons d'abord commencer par ces députés-là que nous connaissons pour que notre voix puisse être entendue. Je crois que c'est la meilleure façon de sauver 2023 et de permettre à la République démocratique du Congo d'entrer sur les rails du développement. Moi, je suis contre les coalitions. Moi, je suis contre toutes ces magouilles-là qui présentent la politique comme finalité. Je suis contre toutes ces choses-là. Parce que moi, j'ai mes convictions propres. Si aujourd'hui j'entre en coalition, cela veut dire que je suis obligé de renoncer à certaines de mes convictions. Et ce n'est pas une bonne chose en politique. Si je suis convaincu que pour développer la République démocratique du Congo, on doit créer 10 000 entreprises, et là, je suis en coalition avec 10 partis de gauche qui me disent que voilà, les politiques sociales doivent être la priorité, il y a déjà un problème. Nous allons passer du temps à débattre. Les coalitions impactent négativement la bonne marche du pays. Exactement. Les coalitions freinent la bonne marche du pays. Les coalitions impactent négativement la bonne marche du pays. Parce que lorsqu'on entre en politique, on entre par conviction. Cela veut dire qu'on a des idées, on a des objectifs. Et le plus important, c'est mettre ces idées-là en pratique. C'est au peuple de vous juger, de vous dire si vos idées étaient bonnes ou non. Et le peuple le fait à travers les autres élections. Donc, si en 2023, on me donne le pouvoir, je mets en œuvre mon projet de société. Si le peuple n'est pas satisfait, en 2023, il va me sanctionner. S'il est satisfait, il va me donner un deuxième mandat. C'est comme cela que se fait la politique. Ce n'est pas un jeu de partage de pouvoir récurrent. Alors, la désignation de membres de la CENI piétine, les confessions religieuses s'y plaignent. Faut-il s'attendre à des élections réellement crédibles? Déjà, je suis d'avis qu'il faut se débarrasser de tous ces chefs religieux. Ils n'ont pas leur place en politique. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Ils n'ont pas leur place. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Les chefs religieux ne peuvent pas être ceux-là qui choisissent les acteurs de la CENI. C'est inconcevable. Le président de la CENI, ce n'est pas aux acteurs des confessions, aux chefs des confessions religieuses. À qui revient le rôle, selon vous? C'est encore aux politiques. Le rôle revient encore aux politiques. On doit trouver un mécanisme pour le faire. La politique, il faut le laisser aux gens qui s'engagent en politique. Qu'est-ce que vous reprochez aux confessions religieuses? Déjà, je ne veux pas accuser qui que ce soit nommément. Mais il y a trop de corruption là-bas.
Mais l'Église en tant vous qu'organisation... pensez qu'avec les politiques, il n'y en aura pas? L'Église en tant qu'organisation n'est pas irréprochable, déjà. L'Église en tant qu'organisation ne comprend pas tous les enjeux de la politique. L'Église en tant qu'organisation sont très influençables. On le sait. On le voit. L'Église en tant qu'organisation ne comprend pas le concept même de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans les églises. Dieu n'est pas démocrate. Ce n'est pas ce qu'on nous prêche. Voilà. Alors vous ne pouvez pas prendre des gens qui évoluent dans un système non démocratique pour qu'ils puissent prendre des décisions sur un système démocratique qu'on essaye de créer. Ça ne marche pas. Au moins, nous, politiques, notre point de départ de réflexion, s'il y a un point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait démocratie dans ces pays. Mais les religieux ne réfléchissent pas de la sorte. Vous avez vu quand Félix Tshisekedi a été élu président de la République, quand il y a eu contestation. Qu'est-ce que les chefs religieux ont dit? Ils nous ont évoqué des théories d'Ésaü, de Jacob, ils sont rentrés dans la Bible. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas cela la politique. Nous voulons que les politiques puissent décider. Parce qu'il y a de la matière, il y a une théorie, il y a une doctrine politique qui nous permet de comprendre c'est quoi le processus démocratique. Et ce sont les politologues qui comprennent cela. Ce sont les juristes qui comprennent cela. Ce ne sont pas les religieux. On doit s'organiser de façon à ce que les politiques puissent décider sur les acteurs de la CENI et assumer les conséquences de ces choix-là. Les acteurs religieux, généralement, ils choisissent pour vous les présidents de la CENI. Après, lorsqu'il y a des problèmes, on ne sait même pas les toucher, je ne sais pas moi, faire quoi que ce soit, ce n'est pas une bonne chose. Mais par rapport à la désignation de membres de la CENI, pensez-vous pas qu'il y a encore là une volonté politique d'avoir le contrôle de cette institution d'appui à la démocratie? Volonté politique de la part de qui? Des politiciens? Des politiciens. Non mais écoutez, trouver un mécanisme où on sera tous d'accord n'est pas si difficile que ça. Ce n'est pas en confiant cela aux chefs de confession religieuse que nous allons résoudre le problème. Nous avons essayé à 3 reprises. Maluma Ngoy Mulunda et Nanga qui a été désigné par les chefs de confession religieuse. Quel résultat avons-nous eu? Mais est-ce qu'il faut-il toujours laisser la présidence de la CENI à la société civile? En tant qu'arbitre, oui. Pourquoi? En tant qu'arbitre. La société civile, comment on définit la société civile? C'est tout ce qui reste en dehors de la politique et de l'armée. Cela veut dire que d'une certaine manière, il représente le peuple, le souverain primaire qui veut être l'arbitre des politiciens. Parce que nous, politiciens, généralement, nous ne sommes pas neutres. On peut être d'accord sur le principe, sur les règles du jeu. Et lorsque les règles du jeu sont très claires, nous tous nous soumettons à ces règles du jeu. Parce que lorsque vous violez ces règles de jeu, vous finissez en prison. Nous le savons tous. Donc voilà. Il faut que les règles du jeu soient très bien définies. Et moi, je pense que la société civile peut continuer à occuper ce poste-là de présidence de la CENI. Mais les acteurs politiques peuvent être ceux-là qui choisissent le président de la CENI et tous les autres acteurs de la CENI. Un autre point, la caution élevée à payer de candidats aux élections ne donne pas souvent la même chance d'égalité de participer à l'exercice démocratique. Que doit-on faire à ces sujets pour améliorer en termes de réformes électorales? Qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Vous avez payé, je ne sais pas, 100 000? Non mais... 100 000 $? Je n'ai pas d'avis à faire sur la caution. Parce que je pense que nous avons déjà un problème. Nulle part au monde, pendant les élections législatives, nationales ou provinciales, vous allez trouver plus de 15 000 ou 20 000 candidats députés nationaux ou provinciaux. Je n'ai jamais vu ça. C'était une première. Seulement en RDC. Seulement en RDC. Au niveau de la présidentielle aussi, le nombre était très élevé. Et croyez-moi, la politique, c'est l'affaire des élites. Il y a une petite catégorie de gens qui viennent avec des idées, qui essayent de convaincre le reste de la population avec ces idées-là et prennent le pouvoir pour diriger. Donc tout le monde ne peut pas faire la politique. Donc on doit il doit avoir un critère. Voilà, il doit avoir un critère qui finalement sélectionne qui peut
être candidat. Donc, je n'ai rien à dire sur la caution. C'est-à-dire que ça doit qui a être été définie, je crois que aussi par expérience, oui. Ou élevé parce que vous dites que la politique, oui, c'est une parce affaire que des la élites. politique, la scène politique est très attractive pour l'instant. Tout le monde pense que pour être riche, il faut entrer dans la scène politique. On ne le fait pas par vocation, on le fait parce que les gens le font parce qu'ils se disent qu'ils vont s'enrichir une fois qu'ils sont dans la scène politique. Donc voilà, ils sont prêts à investir le peu d'argent qu'ils ont pour faire la politique, espérant qu'ils vont se faire beaucoup d'argent. Donc, le critère de sélection, s'il est financier, moi, ça ne me dérange pas. C'est cela le problème. Parce que vous avez payé une fois, vous pouvez en payer 2, 3 fois ça, sans que ça vous dérange. Aussi longtemps que j'aurai les moyens, parce que moi aussi, je me sacrifie. Avec cet argent-là, je pouvais faire autre chose. C'est parce que j'ai étudié les sciences politiques. C'est parce que, depuis mon enfance, depuis mon jeune âge, j'ai toujours voulu faire la politique pour aider la population de mon pays, pour travailler pour la population de mon pays. Et je le fais. Donc, il y a un prix à payer pour tout. Je me sacrifie pour ça. Voilà. Donc, je pense que en ce qui concerne la caution, en tout cas, je n'ai pas d'avis à émettre. S'ils réduisent, tant mieux. S'ils ne réduisent pas, je ne vais pas passer à la télé, dire aux membres de la CENI ou à l'Assemblée nationale de réduire cette caution-là. Sinon, nous allons assister à une situation où nous avons plus de 100 000 candidats et ça sera encore beaucoup plus problématique. Alors, dans l'opinion, certaines voix s'élèvent pour demander les changements de mode des scrutins des sénateurs et des gouverneurs de province pour éviter la corruption, mais aussi pour que les personnalités élues aient vraiment le soutien de la population. Qu'en pensez-vous? Je crois que nous sommes un grand pays. D'abord, je suis d'avis que les 26 provinces que nous avons ne sont pas suffisantes. On devrait avoir plus de provinces. Donc, on doit encore continuer de quelle manière? Diviser. À diviser encore ces provinces-là, c'est trop grand. Dans ma tête, moi, si j'avais le pouvoir, je penserais à subdiviser encore ces provinces pour qu'on puisse atteindre 80 à 100 provinces. Plus c'est petit, mieux c'est pour la gestion. C'est comme ça. Raison pour laquelle je suis d'avis que les gouverneurs de province doivent être élus au suffrage direct, un peu comme le président. Il y aura beaucoup plus de redevabilité au niveau local. Et nous n'allons pas assister justement à tous ces jeux que nous avons vus pendant ces mandats où les députés provinciaux, pour des raisons que nous ignorons tous, destituent comme ils veulent des gouverneurs de province, sans raison valable. Et c'est une situation qui freine le développement de ces provinces-là. Mais il y a certains... Donc voilà. Allez-y. Par rapport aux sénateurs, moi je ne vois pas l'importance du Sénat. Je crois qu'ils ont conçu le Sénat dans cette logique-là de partage de pouvoir parce que quand la Constitution a été rédigée, nous sortions d'une guerre, il y avait plusieurs acteurs, plusieurs rebelles et il fallait satisfaire tout le monde. Nous avons créé cette chambre haute-là pour permettre aussi à certaines personnes d'aller siéger là-bas. Mais c'est une institution budgétivore qui n'a vraiment pas son importance dans notre pays. Pour le Sénat, je pense qu'on peut supprimer le Sénat. Nous n'avons pas besoin d'un Sénat. Sur ce point-là, moi aussi, je suis d'accord. S'il y a des gens qui partagent cet avis-là, moi aussi, je suis d'accord. Alors, donc, par voilà. rapport au mode des scrutins de gouverneurs, il y a certains observateurs qui pensent que le président de la République devrait nommer ses représentants au niveau de province. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que les gouverneurs doivent être élus par suffrage direct. La population locale de cette province-là doit être en mesure d'élire son propre gouverneur. Alors, la Cour constitutionnelle a été renouvelée. Elle est désormais au grand complet, mais certains acteurs politiques redoutent de cette instance soit inféodée au régime actuel au regard de contestations affichées par le FCC par exemple, qui avait dénoncé au départ la violation de la Constitution pendant que le chef de l'État avait désigné les nouveaux magistrats de cette cour. Quelle pourrait être votre appréhension quant à ça? Écoutez, je crois qu'il y a eu débat là-dessus et moi je suis d'avis qu'il y a eu violation par rapport au processus. Il y a eu un coup de force. Vous êtes de même avis que le FCC? Je suis aussi un acteur à part entière. Il ne faut pas non, dire que je suis... le FCC l'avait. Bon, le FCC avait son point de oui. vue. Moi, je suis de cet avis-là. Oui. Je peux réfléchir par moi-même.
Je comprends le droit, je peux lire la Constitution. Ok. Et c'est cela ma lecture. Il y a eu effectivement violation. Ils ont placé un avocat à la tête de la Cour constitutionnelle qui est proche du président, qui est proche des gens qui nous dirigent. Et ça nous pousse à nous poser beaucoup de questions sur les intentions derrière cette nomination. Parce que généralement, le président de la Cour constitutionnelle est aussi en même temps le président du Conseil suprême de la magistrature. Mais lorsque vous placez un avocat diriger les autres magistrats, c'est vrai que c'est possible de le faire, mais c'est quand même une situation inconfortable. Donc voilà. Alors on se pose plusieurs questions sur les intentions derrière cette nomination. Et quelque chose est sûr. Hein. En 2023, ça je voulais dire en tant qu'acteur politique, nous allons faire de notre mieux pour que ce qui s'est passé en 2018 ne puisse pas se reproduire. On attend voir alors. Croyez-moi, nous allons faire de notre mieux. Si nous allons finir à la CPI, nous finirons à la CPI. Nous allons faire de notre mieux pour que ce qui s'est passé en 2018 ne puisse pas se reproduire. Il faut que tout le monde respecte les règles de jeu. C'est important. Parce que on ne peut pas continuer à bafouer, à blaguer, à se moquer de la volonté populaire, de la volonté du peuple. Le peuple, c'est le souverain primaire. Et on le dit tous les jours que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On doit respecter le choix du peuple. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le chef de l'État a soutenu le recensement général de la population avant les élections de 2023. Comment encadrer ces décisions afin de respecter les échéances électorales de 2023? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter un peu la question? Voilà, j'ai dit le chef de l'État a soutenu les recensements général de la population avant 2023. Comment encadrer ces décisions afin de respecter les échéances électorales prévues en 2023? Je crois que le recensement n'est pas un processus qui va prendre plusieurs mois ou, je ne sais pas moi, plus de 2 ans. C'est possible de réaliser les recensements et avoir les élections en même temps. Parce que nous n'avons que 100 millions d'habitants. Et il y a quand même une certaine organisation au niveau local, au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau des provinces. Et si nous le voulons, si nous avons cette volonté-là politique de réaliser le recensement avant les élections, cela sera possible. Je suis d'avis qu'il doit y avoir recensement. Pas seulement pour les élections, mais on doit être en mesure d'identifier chaque citoyen de notre pays. Pour des raisons sécuritaires, c'est important. Pour raison de protection. C'est un exercice très important à faire. C'est un exercice très important, crucial. On ne peut pas vivre dans un pays sans être en mesure d'identifier. Chaque jour, il y a crime. Chaque jour, il y a des problèmes. Écoutez, la fois passée, je rentrais à la maison. J'ai vu sur la route un jeune homme allongé. Je rentre tard chez moi. Un jeune homme allongé sur le macadam. Un wewa. Quelqu'un l'avait cogné et puis il a fui. Maintenant, nous sommes arrêtés pour aider. Il n'a pas de carte d'identité sur lui. Vous faites quoi? Mais s'il y a recensement et que l'État peut être en mesure de prélever toutes nos empreintes, cela veut dire qu'avec l'empreinte, on pourra simplement identifier cette personne-là et au moins informer sa famille sur ce qui se passe. C'est juste un exemple. Il y a aussi plusieurs autres problèmes d'assassinat, de tueries, de vols qui nécessitent l'utilisation des empreintes digitales pour identifier les auteurs de ces crimes-là. Donc, le recensement est obligatoire. Nous devons passer par là. Et nous devons mobiliser le moyen pour le faire à temps. C'est important. L'insécurité grandissante dans l'Est menace la stabilité du pays tout entier. Le chef de l'État a décrété l'état des sièges dans le Nord Kivu et la province de l'Ituri. Comment faire pour que cette mesure n'impacte pas négativement sur les prochaines élections? Déjà, s'ils ont décrété l'état des sièges, je crois qu'ils l'ont fait sur base d'informations qu'ils avaient. S'ils ont décidé de décréter l'état des sièges, c'est parce qu'ils ont réalisé, selon les renseignements, selon les informations à leur disposition, que grâce à cet état de siège, nous serons en mesure de mettre fin à cette guerre. Cela veut dire qu'il y a aussi un timing. Ils ont parlé de 1 mois.
Alors moi, je suppose qu'ils savent ce qu'ils font. Renouvelable? Un mois renouvelable, mais par principe, nous, on s'est dit, en un mois, ils seront déjà en mesure de résoudre plusieurs problèmes. Et si nous allons ajouter, peut-être nous allons ajouter 15 jours, 20 jours et un autre mois pour que nous puissions être sûrs, garantir que voilà, tous les problèmes ont été résolus. Moi, je réfléchis de la sorte parce que si j'étais président, je ne décréterais pas l'état de siège sans être sûr que je résoudrais ce problème-là. Parce que qui dit état de siège, parlons de l'état de siège en question. Les militaires prennent la gestion de la province. Vous savez, là où les armes se mettent à parler, là où les gens en uniforme et qui possèdent des armes se mettent à parler, tout s'arrête. Les civils ne parlent plus, les droits humains sont suspendus et tout, c'est déjà problématique. Mais puisque le but est de sauver les vies, le but est de sécuriser nos frontières nationales, nous avons tous soutenu, encouragé cet état de siège, mais on s'attend à des résultats. Donc il y a un timing. On sait que cet état de siège ne durera pas éternellement. L'état de siège ne peut pas durer éternellement. Donc s'ils l'ont décrété, ils savent ce qu'ils font, et nous serons là pour demander des comptes sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire par rapport à cet état de siège. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais une question des curiosités. Comptez-vous une fois de plus briguer la présidentielle? Je m'étais lancé pour servir ce pays. J'avais déposé ma candidature au niveau de la présidence parce que je veux devenir président de la République. Je ne m'étais pas réveillé ce jour-là et je suis allé déposer la candidature, non. Donc c'est une vocation, c'est une vision, c'est mon objectif, c'est une conviction. Et en 2023, nous travaillons avec des collaborateurs de façon à avoir d'abord plusieurs candidats députés au niveau national, plusieurs candidats députés au niveau provincial. Et si nous réunissons le nombre voulu de candidats au niveau national et provincial, bien sûr avec l'accord du parti, en gestation du parti que nous sommes en train de créer, je serai candidat président de la République. C'est ce que je veux. Vous allez essayer jusqu'à ce que ça va marcher un jour? Ça marchera. Ça marchera, je sais ce que je fais. Ça marchera. Je suis un homme de conviction. Je suis quelqu'un de très créatif. C'est ce qui fait d'ailleurs mon succès dans le monde des affaires. Je sais exactement ce que je fais et ça marchera. Ça va marcher. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Un mot pour clôturer? Merci pour l'invitation et je vous félicite pour ce nouveau concept. C'est ma première fois. Je vous encourage à continuer et à investir dans les médias parce que vous êtes le 4e pouvoir et sans médias, il n'y a pas de démocratie. Sans médias, il n'y a pas non plus de développement. Donc voilà, merci pour l'invitation et à la prochaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Objectif 2023 des séjours est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.